Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau chapitre dans lequel nous allons voir la création des intelligences artificielles. Donc dans le chapitre précédent, on était allé directement dans la map du jeu pour tester notre système de tir. Là, à ce moment-là, on va retourner sur notre map de test pour tester l'intelligence artificielle parce que ça rendra les choses plus simples de pouvoir la tester directement dans cette map-là. Donc la première chose que je vais faire, je vais agrandir cette map, ce sol. Donc je clique dessus, je vais dans Details. Je vais lui mettre 10 en scale. En Y, 10 en X. Comme ça, on a un air de jeu qui est sympa. Et là, je vais commencer à créer les différentes classes. Encore, je vais créer un nouveau dossier, AI. Et là, je vais créer les différents blueprints. Alors, le premier blueprint qu'on va créer, c'est le BP. C'est un caractère qu'on va nommer BP AI main. Donc ça va être notre personnage. Donc je le glisse dans la map. Je double-clique et je vais lui mettre un modèle 3D. Ça va être celui-là. Pour l'instant, on ne va pas lui mettre d'animation, de choses comme ça. Juste, hop, je le positionne à peu près. Je le tourne. Compile. Donc là, on voit mon intelligence artificielle qui est bien là. Et là, on va commencer à créer des choses qui sont spécifiques à l'intelligence artificielle. La première chose qu'on va faire un clic droit, aller dans Artificial Intelligence, et on va créer un Behavior Tree. Donc, BT pour Behavior Tree AI. Vient ensuite un Blackboard, bb-AI. Et la dernière chose, en fait, comme quand vous contrôlez votre personnage, quand je fais play, il me fait spawn un player controller qui me permet de contrôler mon personnage. Et ben là, il va falloir un contrôleur pour l'intelligence artificielle. Et donc, c'est un AI contrôleur. Donc, pour faire ça, on fait clic droit, Blueprint. On voit qu'on n'a pas la classe AI contrôleur juste ici. Donc, on va aller dans All Classes, AIC. Et là, on a AI contrôleur. Et donc, on va l'appeler AIC-bas et AI. Juste très rapidement, pour être sûr que mon intelligence artificielle ne va pas se parer n'importe où, je prends la caméra pour pouvoir voir voilà, ce que la caméra voit. Je clique ici pour pin la preview. Comme ça, en fait, je peux cliquer n'importe où. J'aurai forcément mon aperçu. Et là, je vais aller chercher des box. Des cubes, pardon. Et je vais juste les placer vite fait dans le niveau. Juste histoire de dire que notre intelligence artificielle ne peut pas aller n'importe où. Hop. Donc, comme d'habitude, Alt, je glisse. Et comme ça duplique. Je vais lui mettre là. Ici, là. Et là, je prends ça. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'il ne pourra pas partir partout. Et du coup, quand je fais play, j'ai ma zone de jeu. Parfait. Donc maintenant, les différentes étapes. Alors, on va commencer par le AI controller. Qu'est-ce que le AI controller? C'est ce qui va
être en charge de contrôler mon personnage. Donc je double-clique, je l'ouvre. Alors, je vais juste fermer d'autres onglets pour être sûr d'avoir, voilà, de pouvoir bien m'organiser. Donc là, j'ai mon AI controller qui est ouvert. Je vais aller dans l'event graph et je vais faire un run behavior tree. En fait, à ce moment-là, on va juste lui définir quelle classe il doit prendre pour sa logique de code. Qu'est-ce qu'un behavior tree? Je vous montre ça tout de suite. Un behavior tree, ça ressemble à ça. Et en fait, c'est ce qui va... Alors, si on doit traduire le mot en anglais, c'est un arbre de décision. C'est-à-dire que à partir de là, vous pouvez faire un certain nombre de décisions. Donc là, vous tirez un trait. Ça ressemble beaucoup au carré des animations. Là, vous tirez un trait et il vous propose plusieurs choses. Selector, sequence, simple parallèle. Si je prends par exemple le sequence, de ce sequence, je vais pouvoir lui assigner plein de tâches. J'en prends en aléatoire. Donc là, vous voyez que le root, c'est l'entrée. Comme dans l'animation, vous avez un entry. Et là, il va exécuter ça. Donc là, vous voyez le petit 0, ça veut dire qu'il exécute en tout premier. Il est au niveau 0. Puis 1, 2 et 3. Et il va faire dans cet ordre-là. Et quand il a fini, il revient et il réexécute. Donc ça, c'est la sequence. Vient ensuite un autre qui est le selector. Et en fait, le selector, il va me permettre quoi? De choisir entre deux chemins. Est-ce que je fais ça ou ça? Et là, il va arriver, il va choisir l'un ou l'autre. Donc nous, pour commencer, on va faire quelque chose de très simple. On va faire hop, sequence, en sachant que quand vous cliquez dessus, à droite, vous pouvez le renommer. Je vais l'appeler random roam. En gros, il va se déplacer en aléatoire sur la map. Et là, je vais lui dire, tu vas me faire une action. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont déjà pré-créées par Unreal. Type le move to. Et l'autre, c'est le wait. Ces deux tâches que va exécuter notre intelligence artificielle sont des tâches qui sont pré-créées. Donc, la première chose qu'on va utiliser, c'est le move to pour déplacer notre intelligence artificielle. Quand on clique sur ce move to, qu'on le sélectionne, on voit qu'on a quelque chose qui s'appelle Blackboard. On a créé un Blackboard. Mais à quoi sert un Blackboard en fait? C'est ce qui va stocker des informations pour votre intelligence artificielle, un peu comme le système de variables dans les blueprints, etc. Et là, il me demande un Blackboard key. Et on voit qu'il y a self-actor. Donc là, si j'ouvre mon Blackboard key, on voit qu'on n'a qu'une seule valeur qui s'appelle self-actor, qui est en fait l'acteur qui détient ce Blackboard. Là, on va créer une nouvelle clé de type vector et on va l'appeler par exemple random location. Et comme ça, en fait, dans mon behavior tree ici, je peux aller sélectionner random location. Donc, c'est-à-dire qu'il va aller chercher la valeur de random location pour le déplacer. Bien sûr, cette valeur n'est jamais définie. On va rajouter des choses. Et en fait, il va déplacer le personnage et une fois arrivé au bon endroit, il va attendre. Hop, il redéplace le personnage, il réattend. Pour vous faire un petit tour rapide, si on regarde le move to, on voit qu'on a un acceptable radius. Alors, à quoi sert ce node? C'est très simple. Votre point aléatoire, il est ici. C'est un cercle autour dans lequel il peut aller. C'est-à-dire que oui, s'il ne peut pas aller à ce point exactement, est-ce qu'on accepte qu'il soit juste ici? Oui ou non? Par exemple, si on met à 0, ça veut dire que le personnage doit être exactement à la position qu'on lui a définie. Là, on va mettre un 10, juste histoire de dire qu'il peut légèrement dévier. Parce que de toute façon, c'est juste pour le faire se déplacer en aléatoire.
Maintenant, ce qu'on veut, c'est définir la valeur de l'aléatoire. Pour ce faire, on va devoir créer un nouveau blueprint. C'est ce qu'on appelle un service. Alors, vous voyez ici, vous avez différents types de classes. Vous avez les tasks, qui sont en fait les tâches que va exécuter l'intelligence artificielle. Les decorators, qui permettent de faire quelque chose. Alors, si je vous prends un exemple de decorator, ici, quand je fais clic droit sur ce node-là, j'ai decorator, Blackboard. Et là, c'est une condition. C'est-à-dire que ce decorator, il va lancer une condition et il va dire, par exemple, si la clé is7, donc si elle a une valeur, et que je prends random key, et ben par exemple, il va m'exécuter ça. Alors que si elle n'a pas de valeur, ben en fait, la condition ne serait pas remplie et ne m'exécuterait pas la suite. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est un service. C'est-à-dire, c'est une tâche qui va s'exécuter juste avant le move to pour définir la random location, donc l'endroit aléatoire où notre personnage va se déplacer. Donc pour ce faire, on fait new service. Il m'a créé ce blueprint, il me l'a ouvert. Si vous voulez le retrouver, en fait, il donne un nom un peu bizarre, BT service blueprint base new, et il vous le met dans le dossier où vous avez votre behavior tree. Donc là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler service. Je vais glisser mon service dedans et je vais le renommer et je vais l'appeler set random location. Je double-clique et je l'ouvre. Vous connaissez tous le Event Begin Play, qui est quand vous démarrez, quand vous lancez votre partie, vous avez le Event Begin Play. Pour une intelligence artificielle, on a autre chose, on a Event Receive Activation AI. C'est-à-dire, en gros, quand j'en suis à ici, là où je vais mettre mon service, eh ben, il va activer cet événement-là. Donc déjà, mon service, je peux le rajouter dans mon behavior tree. Donc add service, et on voit que le service que j'ai créé est bien ici. Et donc le set random location, qu'est-ce que ça va être? Bon, en fait, on va prendre un point aléatoire autour du joueur et on va lui définir une valeur. Donc je prends le personnage qui est contrôlé, je vais faire un get actor location. Donc je vais récupérer où est placée mon intelligence artificielle dans le monde. Une fois que j'ai cette valeur-là, je fais un get random point in navigable radius. Donc là, il me demande l'origine, donc là où est mon personnage, le radius, donc on va dire, je sais pas, 500. Donc c'est-à-dire, j'ai mon personnage qui est juste ici, là, et c'est le cercle autour dans lequel il doit analyser tous les endroits où il peut aller, et il va prendre un point en aléatoire qu'il peut atteindre. Branche, on s'en fiche. Et là, mon random location, bah, je vais définir sa valeur. Donc pour ce faire, ici, je vais faire un set blackboard value as vector, parce que c'est un vecteur, notre le random location. Sa valeur, ça va être ça. Et là, il me demande qui. Alors, vous allez très vite comprendre à quoi ça sert. Le qui, je fais promote to variable. Je vais l'appeler par exemple random location. Compile save. Il est très important de faire instance éditable expose on spawn. Parce que comme ça, quand je suis dans mon behavior tree, vous voyez que là, il y a écrit random location none.
ici. Et ici, du coup, on peut lui définir quelle est la valeur dans mon behavior tree qui va aller modifier. Donc, cette valeur-là. OK? C'est là où on va pouvoir modifier les valeurs du behavior tree. Si je fais le test et que je fais play, mon personnage ne va pas se déplacer. Et pour une seule raison, c'est qu'en fait, il n'a pas d'informations sur le terrain. Il ne sait pas où il peut se déplacer. Donc, pour lui rajouter ces informations-là, dans le place actor, on va chercher un nav mesh bound volume. Donc, c'est un cube comme ça qui est invisible. On va le descendre un peu. Hop. On va l'agrandir. Par exemple, il va prendre toute cette place-là. Et là, pour se rendre compte que ça marche, vous appuyez. Quand vous êtes dans votre niveau ici, vous appuyez sur P. Et vous voyez, ce qui est vert, c'est tout ce qui est dans le cube que je viens de placer. Et donc, c'est l'endroit où l'intelligence artificielle peut accéder. Et là, si je fais play, je sauvegarde. Hop. Est-ce que tout est bon? Alors, je vérifie une dernière fois. Random location, move to random location. Run behavior tree. Et on a peut-être oublié juste une chose. BPAI. Dans les paramètres à droite, là, que vous voyez, on doit lui définir son AI contrôleur. Donc là, je vais lui dire, tu prends l'AI contrôleur que j'ai créé, qui est celui-là. Et il me demande le auto-possess AI. Donc en fait, il me demande si l'AI doit être gérée quand je place mon personnage dans le monde, quand il est spawn, ou les deux. Je vais mettre les deux. Donc placé dans le monde, ça veut dire que il est déjà dans la map, le personnage, et quand il est spawn, bah en fait, c'est très simple. C'est par exemple, on a un système comme les jeux avec les systèmes de zombies et de vagues de zombies qui vont venir, ils vont faire spawn les personnages, les faire apparaître au fur et à mesure. Et donc là, à partir de là, si je fais play, on voit que mon personnage s'est déplacé. Là, il a attendu, hop, il se redéplace, il attend, etc., etc., etc. Maintenant, à partir de là, la nouvelle chose qu'on peut faire, c'est avoir un système pour notre intelligence artificielle qui va devoir suivre le personnage. Hop. Donc, je vais enlever le random room. Je vais faire une autre séquence. Hop. Qui va être un chase player. Dans le chase player, on va tout d'abord faire un move to. On va lui mettre une valeur. Donc, on ouvre notre blackboard. On va faire player to chase. Donc, c'est de type object. Donc, en fait, c'est un objet qu'on va suivre. C'est notre personnage en lui-même. Là, dans le move to, je lui dis pas random location, pardon. Player to chase. Et la deuxième chose, on va faire un hop. Ah voilà, dans key tab, j'ai oublié. Donc ça sera de type caractère. Donc là, du coup, je peux aller choisir mon player to chase. Et ensuite, on va lui faire une nouvelle tâche. Hop, je retourne là. Donc là, il m'a créé la tâche. Je vais faire un dossier pour les ranger. Je la glisse ici. Et ma tâche, ça va être quoi? Attaque.
Donc, la première chose à faire, on va sur mon AI controller au begin play. Alors là, on le fait vraiment de manière brute. Mais en fait, on va aller faire un get blackboard. On va récupérer notre blackboard. Et on va faire set value object. Hop. Là, il me demande le keyname. Donc le keyname, ici, c'est le player to chase. C'est comment on a nommé notre clé. Donc là, je vais tirer ici. Make littéral. Et là, dans la value, je mets player to chase. Et quel va être son objet, sa valeur? Get player caractère 0, qui correspond au joueur qui est en train de jouer, donc moi. Encore une fois, là, je le mets en brut, juste pour vous montrer. Donc là, vous voyez, le personnage me court après. Alors, hop. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va prendre notre personnage. Alors, hop. Ici, au moment où il devrait attaquer, je vais faire un event received execute AI. Je vais récupérer mon personnage qui est contrôlé. Je vais faire un cast to AI main pour pouvoir récupérer un certain nombre de valeurs et de choses intéressantes qu'il y a dans mon personnage. Et là, je vais lui dire d'attaquer. Donc l'attaque, je vais le créer dans mon personnage en lui-même. Je vais faire clic droit, custom event, attaque. Donc je vais créer un événement particulier. Donc dans un premier temps, je vais faire print string hello. Hop. Il va attaquer. Il va par exemple attendre un peu. Hop. Donc là, je vais chercher attaque. Une fois qu'il a attaqué, on va dire que on va mettre un délai. Donc un temps d'attente. Et on va faire un finish execute. Pour débugger, c'est très simple. Windows gauche. Là, on fait un play. Ah, j'ai oublié d'appeler la tâche attaque. Donc là, je vais faire attaque. Et je fais play. Voilà. On voit qu'il m'exécute bien l'attaque. Donc là, pour l'instant, c'est rien du tout, mais il m'appelle bien l'événement. J'ai bien mes print strings. Donc, pour l'instant, notre logique marche bien, mais on va devoir rajouter un certain nombre de conditions. La première condition, ça va être que dans notre personnage, ici, dans le viewport, on va lui rajouter un composant qui va être une box de collision. Cette box-là, on va la mettre face à lui. Donc, je vais changer un peu la taille. On va dire à peu près cette taille-là. Et sur cette box de collision, je vais, quand elle est sélectionnée, elle est tout en bas, et dire on begin overlap. Quand il y a quelque chose qui passe au travers, ce qu'on va faire, c'est other actor. Je vais faire un cast to BP main character pour récupérer les valeurs de mon adversaire, mais surtout vérifier que est-ce qu'il est de type main character, donc est-ce que c'est mon personnage que je suis en train de contrôler à cet instant qui vient de passer dans cette boîte-là.
Et là, je vais lui définir dans son Blackboard une valeur qui est get Blackboard set value as ball. Donc, on va lui définir un booléen. Et le nom de cette valeur, qu'on va créer dans 2 secondes, c'est is in range. Est-ce que je suis à distance ou pas? Si je passe dans cette boîte-là, ça veut dire que je suis à distance pour attaquer mon personnage. OK? Donc là, je vais lui faire sa nouvelle clé. Je vais l'appeler is in range de type booléen. Save. Et donc, à partir de là, ce que je fais, c'est je lance l'attaque. Je mets un petit délai et je vais aller lui définir que il n'est plus en range d'attaque. Donc pour ce faire, je vais prendre mon Blackboard, get Blackboard. Donc il faut bien le tirer depuis le owner controller parce que c'est le contrôleur qui détient le Blackboard. Set value as ball. Yep. Et encore une fois, make literal name is in range. Et là, je le mets à false. Donc, on part du principe que si j'ai attaqué, je ne suis plus en range. Donc là, on voit qu'il n'arrête pas d'attaquer dès que je suis collé au personnage. Mais maintenant, ce qu'on va faire, alors si on fait un délai de 5 secondes, play, il attaque, il attend 5 secondes, il va réattaquer, il attend 5 secondes. Donc ça nous sera utile un tout petit peu plus tard, le is in range, mais c'est déjà la première étape. C'est déjà la première étape pour pouvoir bien gérer notre intelligence artificielle. Pour l'attaque, maintenant, on va faire très simple. Ici, au lieu de faire un print string, compile save. On va aller dans mes animations, donc art, caractère, AI, non, pardon, MISC, animation. Là, j'ai un AI attaque. Je fais un clic droit. Fate animation montage. Donc, comme ça, j'ai l'animation d'attaque. Et je vais très vite lui créer un blueprint d'animation aussi. Comme ça, je pourrais lui intégrer cette animation-là. Donc, pour le blueprint d'animation, je vais être honnête, je vais pas forcément parler au-dessus. Parce qu'on l'a déjà vu dans le cours précédent pour l'autre personnage. C'est exactement la même logique. Donc, je vais juste le faire rapidement. Et on se retrouve juste après. Donc, on a fait le blueprint d'animation. Si jamais vous avez un doute, que vous n'arrivez pas à cette étape-là, soit vous refaites la vidéo d'avant sur l'animation, soit vous ralentissez le passage où je suis en train de le faire. Comme ça, vous pouvez voir ce que j'ai fait exactement. Et maintenant, du coup, sur mon attaque, comme dans mon animation, j'ai bien mis en place le système de défausse slot. Bah, sur mon attaque, je vais faire un play montage. Ça va être le AI attaque montage qui va correspondre au mesh. Compile, save. Et là, voilà, il m'a attaqué. Il s'arrête. Donc 5 secondes, c'est beaucoup trop. Il vient me rechercher, il réattaque.
Maintenant, qu'est-ce que va être le système d'attaque et comment on va définir si je prends des dégâts ou pas? Pour ce faire, en fait, c'est très simple. On va faire ce qu'on appelle un... Alors, on a plusieurs méthodes. On a du line trace. Donc, un mot qui paraît compliqué, mais en fait, qui est très, très simple et très facile à comprendre. Ou on va faire, je pense, plutôt un sphere trace qui est plus viable. Alors, juste pour vous montrer, qu'est-ce qu'un line trace? Il faut savoir que ça, c'est une notion très importante et que vous allez revoir en permanence dans Unreal. Un line trace, le principe, c'est que vous prenez un point et il va tirer un tracé de ce point-là et nous dire qu'est-ce qu'il rencontre. Si vous prenez un exemple comme Counter-Strike, c'est comme ça que vous allez détecter si vous touchez quelqu'un. C'est en fait un trait invisible que vous ne voyez pas, qui va être tracé depuis le personnage, les yeux du personnage, jusqu'à là où il vise. Et on voit si je touche quelque chose. Le sphère trace, c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'être juste un trait, c'est une sphère. Donc ça nous permet d'avoir plus de tolérance, entre guillemets. Parce que là, regardez, il suffit qu'au moment où il attaque, je me décale légèrement et je ne serai pas touché. Alors qu'avec la sphère, j'ai plus de chances d'être touché. Donc, ce sphère trace, on va le mettre dans notre attaque. Donc là, on fait un play montage. Et là, on va faire un sphere trace by channel. Donc là, il me demande énormément d'informations. Le start. Où va démarrer notre sphère de collision pour détecter? En fait, c'est là où mon intelligence est actuellement. Donc, get actor location. Où est-ce que ça va finir? Donc, c'est très simple. On prend le get actor forward vector, donc vers l'avant du personnage. On le multiplie par un chiffre qui va être en fait la distance et on ajoute le point de départ. Hop, vecteur plus vecteur à ce forward multiplié par la longueur et on a notre fin de tracé. Le radial, c'est l'épaisseur du... Comment expliquer? Le radius, c'est la circonférence de notre sphère. Donc là, je vais mettre... on va sûrement changer les valeurs au fur et à mesure, mais là, je vais mettre dans un premier temps 50. Et là, draw debug persistant. Comme ça, vous allez voir à quoi ressemble. Donc là, par exemple, j'ai mis 600 de longueur sur ma sphère, donc on voit que c'est beaucoup trop long. On va mettre un petit 50. Play. Un peu plus quand même. 80. Oups, pardon. Vous voyez, 80, ça donne ça. Dans le doute, je mets 100 pour être permissif. Voilà. Et là, c'est pareil, le radius, si je mets 80, par exemple, voilà, ça fait ce type de choses-là. Donc, on va en mettre à 60. Là, vous voyez que la sphère, elle est rouge. Normalement, quand on touche quelque chose, ça doit passer au vert. Alors, pourquoi on ne touche pas? Parce que là, il me demande un trace channel. Comment fonctionnent les trace channels? C'est très simple. Si je vais hop, dans mon personnage ici, que je l'ouvre, vous voyez que j'ai ma capsule de collision. Et dans les collisions, ils disent que je dois ignorer le trace channel visibility. Par contre, je bloque celui de caméra. Donc, en fait, ici, dans mon trace channel, je vais mettre caméra. Comme ça, je suis sûr que ça va me toucher. Et vous voyez, là, ça m'a touché. Au moment où ça me touche, on récupère une nouvelle information qui est le out hit. C'est une chose qu'on avait déjà vue sur la toute première leçon avec la souris.
pour faire la rotation de mon personnage. Ok. Donc là, je vais faire un break pour avoir toutes les infos. La première chose ici, c'est que je vérifie que je touche quelque chose. Maintenant, la deuxième étape, c'est le hit actor. Je vérifie avec un cast to main character. Je vérifie que ce que je touche, c'est bien mon personnage en lui-même. Enfin, le personnage que je contrôle et pas autre chose. Et une fois que je fais ça, je vais appeler un node, un nœud qui existe déjà dans Unreal, qui s'appelle Apply Damage. L'acteur qui a été endommagé, bah, c'est mon personnage ici. Les dommages, on va mettre par exemple 20, mais on pourra changer. Et il nous suffit de remplir ça. Et donc là, en fait, j'ai des dommages qui sont appliqués à mon personnage. Le seul problème que j'ai, c'est que mon personnage, il n'a pas de vie. Il n'a pas de système de vie. Il n'a pas de système de où il prend des dégâts. Donc pour ce faire, en fait, on va aller dans mon personnage principal et on va lui créer des variables. Première variable, on va l'appeler max life. Hop, c'est un float. Compile, save. Current life. Pareil, un float. Et donc là, je vais lui dire en begin play, tu fais que la vie actuelle qu'il a, c'est le nombre maximum de vie qu'il peut avoir. Et sur le nombre maximum de vie, on va dire que je suis à 100. Voilà. On a notre système avec des variables pour, entre guillemets, sauvegarder là où on en est au niveau vie. Maintenant, on va faire un clic droit, any damage. Et là, on a un événement en fait qui répond à apply damage. Quand un personnage va appeler le apply damage sur mon personnage principal, et ben ça va appeler ça. Regardez, si je fais print dégâts, hop, pardon, vous voyez que ça va bien fonctionner. Voilà, j'ai pris les dégâts. Et donc là, l'idée est très simple. Je prends ma vie actuelle, hop, hop, je prends get, je fais ma vie actuelle moins les dommages qui vont être appliqués. Donc là, c'était 20. C'est la nouvelle valeur de current life. Si current life est inférieur ou égal à 0, branche. Et là, je vais faire un print string. Je suis mort. Donc là, je prends des dégâts. Là, on va le revoir après. J'ai repris des dégâts. Donc là, je dois être à 100 moins 40, je dois être à 60. 40. J'aurais pu mettre un print string pour les valeurs, mais pour l'instant, c'est juste pour vous montrer. Normalement, ce dernier coup, voilà, je suis mort. Mon personnage est décédé. Donc, la logique marche bien. Je prends bien les dégâts. Maintenant, l'autre chose, c'est sur l'attaque. Quand il attaque, il play montage. Et je vais juste mettre un petit délai. Donc, si je regarde l'animation d'attaque, peut-être 0,2 secondes. Pour qu'en fait, il lance la logique avec la sphère que vraiment au moment où c'est intéressant. Voilà, au moment où il attaque. Parce que sinon, on aura l'impression de prendre des dégâts. Voilà, par exemple, là, j'ai eu le temps d'esquiver. Parce que sinon, il lançait direct la sphère, pardon. Et on aurait eu l'impression de prendre des dégâts alors que l'animation était même pas lancée. Voilà. Là, par exemple, c'était tout juste.
Je pense qu'on est pas mal sur ça. Donc on a notre système de dégâts. On a notre IA qui nous court après. Maintenant, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour faire un petit système de, entre guillemets, de mini-quêtes et d'objectifs. En attendant, n'hésitez pas, encore une fois, à liker, à mettre des commentaires, à nous faire des retours. On se retrouve donc à la prochaine vidéo.